aux organisatrices du colloque. C'est un colloque qui est vraiment écœurant, au sens québécois du terme. Je pense qu'on est tous d'accord. Et c'est très gentil de votre part de l'inscrire dans la continuité du colloque de Lausanne. C'est très touchant. Et on essaiera d'être à la hauteur l'année prochaine à l'occasion du colloque de Lausanne, en octobre 2019. Alors dans le cadre de cette présentation, je vais vous parler de mon travail de thèse que j'ai effectué donc à Lausanne autour de la notion de caméra entre 2010 et 2016 environ. L'idée sera de vous présenter cette recherche, ses fondements méthodologiques et quelques résultats en me concentrant sur la partie analyse de discours de ce travail que j'ai mené. Donc on va rester dans le discours qu'on a évoqué souvent cet après-midi. Je précise que j'ai effectué cette recherche dans un contexte académique où le capital symbolique du jeu vidéo n'était pas encore constitué en 2010. Il y avait peu de travaux sur le jeu vidéo. Je ne pouvais pas simplement parler de jeux vidéo, il fallait que je parle de jeux vidéo et d'autres choses, d'un objet institutionnalisé, légitimé. Et dans mon cas, c'était le cinéma et la théorie du cinéma, puisque c'est de là que je viens. Donc, dans un premier temps, je me suis intéressé à la question très large des relations esthétiques, formelles, économiques, culturelles entre le cinéma et les jeux vidéo. Il y a plusieurs figures qui m'intéressaient, comme les 3 figures d'emprunt à l'esthétique filmique qui ont été isolées par Bernard Perron et Carl Therian en 2009, à savoir le photoréalisme, les cinématiques et l'usage de la caméra virtuelle. Dans l'article que vous voyez ici, les chercheurs québécois retracent l'évolution des emprunts à l'esthétique filmique dans l'histoire des jeux vidéo, en se concentrant sur ces 3 modalités de représentation qui se généralisent progressivement dans le courant des années 1990, je vais dire 90, par souci de continuité avec mes collègues lausannois. Donc, rapidement, j'ai compris que ça ferait un peu beaucoup pour une thèse, de parler à la fois de cinématique, de photoréalisme, et donc de questions de mode d'iconicité ou de degré d'iconicité et de caméra. Donc j'ai décidé de me concentrer sur la notion de caméra, peut-être une notion événement d'ailleurs, j'aime bien cette idée qu'a présentée Guillaume. Il me semblait que ça constituait déjà un joli morceau à étudier et à analyser dans une perspective historique. Alors comme vous le savez, évidemment, la notion de caméra est aujourd'hui très largement employée pour désigner le point de vue dans les jeux vidéo. On la trouve dans les notices d'emploi, dans les menus arborescents des jeux, dans les articles de réception critique. Il s'agit donc d'une notion clé du champ qui a par ailleurs fait couler beaucoup d'encre dans le domaine des game studies et de l'étude des médias. Alors ici, quelques exemples non exhaustifs. La notion est notamment utilisée chez Manovich dès 2001, où la caméra virtuelle constitue une stratégie configurationnelle qui est employée par les développeurs d'objets néomédiatiques et qui leur permet de mobiliser les potentialités du cinéma et de rendre leur contenu intelligible pour leur public. Donc ici, la caméra est pensée comme une entité formelle, directement rattachée à la modélisation 3D qui se généralise dans le courant des années 1990. Cette logique généalogique, elle apparaît aussi chez Bolter et Grosine autour de la fameuse notion de remédiation, de remédiatisation dont on a déjà parlé, où l'emploi d'une caméra virtuelle constitue un exemple clé de cette généalogie visuelle qu'il retrace de la perspective linéaire du Quattrocento jusqu'au jeu vidéo. On pense aussi ici à des travaux en game studies qui s'intéressent aux contaminations formelles entre le cinéma et les jeux vidéo, comme par exemple les thèses de Martin Picard ou de Sandy Bakowski. La notion de caméra virtuelle, elle est également discutée amplement au sein des travaux qui s'intéressent au mode de visualisation du jeu vidéo. Tout naturellement, on trouve donc ici des travaux qui s'intéressent aux représentations, aux images, à la visualisation dans les jeux vidéo, parfois dans une perspective d'histoire technique rattachée à la 3D. C'est le cas chez Haussmann et Thomas, qui offrent une définition technique de la caméra. La caméra, c'est un plan de projection qui permet d'afficher sur un écran en 2 dimensions des graphismes qui sont contenus dans la base de données en 3 dimensions. Et puis, il y a aussi un classique des game studies qui consiste à parler de caméra subjective quand on parle des relations entre le cinéma et les jeux vidéo, comme exemple canonique des échanges formels entre ces 2 séries médiatiques. Vous avez par exemple les chapitres que vous connaissez certainement dans les ouvrages de Mathieu Triclot et Alexander Galloway. Donc beaucoup de travaux qui portent sur cette caméra, qui est souvent érigée en emblème des relations entre cinéma et jeux vidéo, qui est mobilisée pour discuter des enjeux de visualisation, de convergence des médias, de l'histoire des modes de visualisation, de la transition 2D-3D, sinon de l'histoire technique du médium. Une des caractéristiques que partagent de très nombreux travaux dans le domaine, c'est de partir d'une approche, de ce que j'appelle une approche formelle. Généralement, la caméra est envisagée comme une entité formelle, comme une manière d'organiser les informations visuelles à l'écran qui serait redevable très souvent de la modélisation 3D et qu'on envisage donc en termes de représentation.
Ces travaux, en tout cas la grande majorité des travaux que j'évoquais, partent des images du jeu vidéo et du cinéma pour construire la caméra en point de jonction médiatique. Ces travaux, donc, qui sont par ailleurs très intéressants et très riches et qui m'ont beaucoup servi, ont tendance à reposer sur une définition plus ou moins implicite de la caméra qui consiste à associer la caméra du jeu vidéo au graphisme en 3D temps réel, hein, c'est le cas chez Manovich, ou alors alternativement, le terme peut être utilisé pour désigner le point de vue ou la source de la visualisation dans les jeux vidéo de manière très générale. La caméra, c'est la source du point de vue qui organise les représentations à l'écran. Et aujourd'hui, hein, le terme s'est effectivement généralisé de la sorte. À partir des années 2000, on parle de caméra pour désigner n'importe quel point de vue, dans la presse notamment, même pour un jeu en 2D. Alors évidemment, le fait de parler de caméra pour désigner le point de vue de manière générale pose un certain nombre de problèmes quand on effectue ce choix dans le domaine de la recherche et de la théorie, à mon sens. C'est un choix qui est lourd en conséquences épistémologiques, puisque cela signifie qu'on plaque sur un objet un terme qui lui est plus récent et qui potentiellement n'était pas utilisé au moment de la circulation initiale des jeux, en tout cas avant les années 1990. Ici, je vous donne un exemple avec Nietzsche, qui propose donc, dans son ouvrage une typologie de la caméra du jeu vidéo qui se fonde sur des critères topographiques qu'il emprunte au discours courant du paratexte. Et lorsqu'il parle de la caméra arrière, de la caméra en troisième personne, il nous dit une telle caméra, je le cite, une telle caméra élémentaire flotte par exemple à l'arrière de l'avatar de Space Harrier sans jamais dévoiler la face avant du héros ni son visage. Il passe ensuite par une comparaison avec Super Mario 64 en disant que cette même caméra arrière est plus libre dans Super Mario 64, pivote autour du personnage joué, etc. Donc Nietzsche ici reconstruit une généalogie des modes de visualisation qui dans cet exemple va de Space Harrier à Super Mario 64 pour désigner par le même terme de caméra des architectures visuelles et des jeux qui sont radicalement différents à plus d'un titre, ce qui à mon sens est un peu glissant, méthodologie. Et plus généralement, je me suis aperçu que l'histoire du terme était méconnue. Personne ne semblait avoir retracé l'apparition de la notion dans le paratexte du jeu vidéo, ce qui posait un certain nombre de questions. Quand est-ce que le terme apparaît? Dans quel contexte? Est-ce qu'il est employé par la presse, par la sphère de production, par un acteur spécifique, dans les discours promotionnels, etc. Pour qualifier quel type de jeu, ou quel jeu? Et finalement, ça me semble être peut-être la question la plus importante, comment est-ce qu'on peut cartographier son processus de naturalisation? Le terme était donc initialement étranger aux jeux vidéo, on ne parle pas de caméra dans les années 70 ni dans la première moitié des années 80. Donc comment s'est-il intégré, comment s'est-il fondu dans le lexique du jeu vidéo, comment s'est-il lexicalisé dans le contexte du jeu vidéo pour devenir une notion clé et aujourd'hui tout à fait habituelle. On ne questionne plus le terme de caméra, c'est un terme courant du lexique vidéoludique. Donc ici, bon, j'anticipe un peu, mais une hypothèse consistait à penser qu'il y avait bien dû y avoir une sorte de période de transition durant laquelle l'utilisation du terme n'allait pas de soi. Donc je me suis vite tourné vers l'analyse de discours, ça me semblait être la piste nécessaire. Il me semblait obligatoire pour répondre à ces questions de passer par l'analyse de discours, donc de constituer un corpus de textes, de sources pour retracer ce processus d'apparition puis de naturalisation de la notion. Alors pour ce faire, j'ai été aidé par de nombreux travaux qui proposaient des cadres méthodologiques. D'une part, évidemment, l'ensemble des travaux dans le champ des Game Studies qui s'intéressent à ces questions. En 2010, il n'y avait pas grand-chose, mais maintenant, il y a beaucoup de choses. Donc, Kirkpatrick sur la formation de la culture vidéoludique en Grande-Bretagne, Therian sur l'étymologie du first-person shooter ou Suominen. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais sur d'autres travaux qui m'ont aidé. J'ai aussi donc été aidé par la théorie lausannoise du dispositif, qui est développée dans ma section par les professeurs François Albera et Maria Tortajada, et qui propose un modèle d'analyse des dispositifs de vision et d'audition dans une visée très historique, avec ou à travers la notion de dispositif qui est empruntée à Foucault parmi d'autres. Et ce modèle fonctionne donc en partie sur l'analyse de discours et sur la reconstitution du cadre d'intelligibilité des objets qu'on étudie, à partir donc notamment des discours. Donc, ce modèle s'intéresse à l'analyse des notions clés qui accompagnent les dispositifs de vision et d'audition et à leur processus de naturalisation. Donc dans ce cadre, Albera et Tortajada indiquent la notion type, la notion clé, a une histoire qui est celle de sa fabrication. Il faut donc historiciser et dénaturaliser son emploi. Et donc ici, ça correspondait précisément à ce que je souhaitais faire pour la caméra du jeu vidéo, à savoir retracer son processus de fabrication dans une perspective historique en dénaturalisant son emploi et en partant du principe que sa signification ou que son cadrage avait pu évoluer au fil des décennies. Un autre soutien est venu du théoricien du cinéma Edward Branigan, qui s'est lui intéressé à la notion de caméra dans le contexte du cinéma dès 1984,
et dont la thèse consiste à dire que ce terme ne revêt pas un sens unique, mais que sa signification dépend toujours du jeu de langage dans lequel il s'inscrit et des ambitions, des contraintes, des communautés discursives qu'il emploie. La caméra objet technique n'est pas la caméra dont parle un critique des années 50 qui se sert du terme pour qualifier la vision d'un cinéaste, et ce n'est pas non plus la caméra de la théorie psychanalytique du cinéma des années 70 qui se sert de ce label caméra pour désigner les enjeux d'identification et de projection du spectateur au film. Donc l'idée était la suivante, je ne cherchais pas à définir la caméra a priori, mais à retracer un processus historique de naturalisation du terme qui m'amènerait potentiellement à reconstruire par l'analyse de discours différentes conceptions du terme dans le contexte du jeu vidéo, en analysant les discours et en m'intéressant à son utilisation concrète et à l'ensemble des termes qui l'accompagnent, de ce que Albera et Tortajada appellent les notions associées. Pour procéder à l'analyse de discours, j'ai donc établi un corpus de sources à partir de magazines spécialisés et de notices d'emploi. J'avais envie d'effectuer un dépouillement complet de revues spécialisées pour mener une analyse qualitative détaillée, donc j'ai décidé de choisir 2 revues principales sur une période de 10 ans. J'avais déjà eu l'occasion d'effectuer des lectures de la presse des années 1970-1980. Pour d'autres projets, j'avais remarqué que le terme commençait à apparaître très sporadiquement vers la fin des années 80. Donc je me suis concentré sur la période 1988-1998, en partant du principe que c'était là que se jouait l'apparition de la notion et sa naturalisation. Plusieurs critères ont guidé le choix du corpus, la disponibilité des sources sur la période évidemment, le statut des magazines par rapport à l'industrie, je ne voulais pas un magazine officiel, un critère de diffusion, je voulais me concentrer sur des magazines à grand tirage qui avaient plus de chances d'être partie prenante dans l'émergence et la diffusion de notions au sein de la communauté, et finalement la variété des objets traités, donc pas des magazines qui seraient exclusivement dédiés au micro-ordinateur par exemple. Cela m'a amené à choisir 2 magazines, Génération 4 et Computer and Video Games, donc un magazine français et un magazine britannique, relativement généralistes tous les deux, qui traitent à la fois des jeux sur micro et sur console, avec des petites rubriques arcade. Ça a été donc mon corpus principal, et en le dépouillant, en fonction de ce que je trouvais, j'allais chercher des informations complémentaires dans des notices d'emploi, des jeux discutés ou dans d'autres magazines. Donc c'est de très loin pas les seuls magazines que j'ai consultés dans ce cadre. L'idée c'était justement pour un jeu donné, par exemple où le terme de caméra était utilisé, de faire une petite revue de presse et de comparer le discours à ce qui était dit dans 2, 3, 4 ou 5 autres magazines. Et j'allais aussi donc voir les notices d'emploi pour savoir si le terme de caméra utilisé par la presse était aussi dans la notice d'emploi ou non. Et puis évidemment, ça m'amenait aussi vers les jeux eux-mêmes, c'est-à-dire pour confronter ces discours à ce que je trouvais ou ce que je voyais dans les jeux. J'en viens à quelques résultats. Alors ce qui m'a frappé dans cet exercice d'analyse de discours, c'est que le terme commence à apparaître avec une certaine systématicité autour de 87-88, dans le contexte des jeux de micro-ordinateurs et principalement pour qualifier les simulateurs de vol et les jeux de combat spatial. Et ce qui est également frappant dans ce contexte, c'est que la caméra est alors très souvent thématisée dans l'univers diégétique du jeu. C'est par exemple le cas dans le jeu de 86-87 Star Glider d'Argonaut Software, qui offre au joueur une vue cockpit qui est assez standard, hein, une vue de l'espace, mais qui lui permet de larguer une caméra dans l'espace diégétique, qui est qualifiée par le manuel de VDMON Remote Control Television Guided Camera, qui va remplacer le flux visuel du cockpit et permettre aux joueurs d'explorer l'espace alentour en toute furtivité, sans s'exposer aux tirs ennemis. Le manuel parle donc de vue pour qualifier la représentation du cockpit, et uniquement de caméra lorsque cette vue est remplacée par ce qui est construit dans l'univers diégétique, fictionnel, hein, comme le flux visuel transmis par cette caméra fictionnelle larguée dans l'espace. Une autre modalité de l'arrivée de la caméra dans le contexte des jeux vidéo s'effectue par l'intermédiaire des modes replay qui apparaissent initialement dans les simulateurs de vol. On le retrouve par exemple dans le jeu de Lucasfilm Games en 1988, Battlehawks 1942, un jeu qui est par ailleurs loué pour son caractère cinématographique à l'époque par la presse. Et là on retrouve évidemment un acteur connu de ces logiques de convergence entre le cinéma et les jeux vidéo. Dans Battlehawks, donc, le terme qui domine pour qualifier la représentation est celui de vue. On parle de vue du cockpit ou de vue extérieure, mais lorsque le joueur utilise l'option replay, alors on parle de caméra replay, puisque dans l'économie fictionnelle du jeu, il y a une caméra que le joueur peut enclencher pour filmer sa partie. Et vous voyez que même dans l'interface du jeu, il y a un voyant caméra qui est intégré au cockpit. Donc ici encore, on est face à ce que j'appelle une conception diégétique de la caméra. Et progressivement, le terme caméra va désigner, outre la caméra de replay, l'ensemble des vues extérieures des simulations de vol.
Cette logique de replay, on la retrouve évidemment par la suite, dès la fin des années 80, dans de nombreuses simulations sportives, j'y viendrai tout à l'heure. Alors, autre exemple de cette première conception de la caméra diégétique, où elle est poussée à son comble dans le jeu Stunt Island en 1992, qui se présente comme une simulation de vol et de réalisation filmique dans son sous-titre. Donc dans le jeu, vous êtes sur une île imaginaire qui a été achetée par un magnat d'Hollywood et vous devez effectuer des cascades en avion pour des séquences de films. Vous vous baladez donc sur l'île avec une succession d'écrans fixes. Et initialement, vous devez effectuer une cascade suivant un ensemble de contraintes qui vous sont présentées. Donc c'est là la simulation de vol. Lors de ces phases de simulation, vous avez le choix en différentes vues pour le pilotage, mais vous placez par ailleurs jusqu'à 8 caméras de tournage dans l'espace. Après la cascade, vous devez monter une séquence dans une salle de montage sur l'île, puis présenter votre séquence à un public test, donc réaliser une sorte de test screening, et le logiciel vous donne une note suivant un calcul qui est très obscur. Voilà, vous présentez votre séquence et puis on vous donne une note. Donc ici, conception diégétique de la caméra qui est maximale, et ce qui est intéressant à mon sens dans Stunt Island, c'est que cette conception de la caméra produit ici une situation ludique. Cette conception particulière de la caméra va produire du jeu des mécaniques ludiques relativement inédites. Alors cette conception diégétique de la caméra, elle se manifeste également dans les simulations de voitures et de sport dès la fin des années 1980. Ici, 2 séries auront joué un rôle important dans la remédiatisation des modes de représentation télévisuels qui sont accompagnés donc de caméras qui sont inscrites dans l'univers du jeu, à savoir la série TV Sport de CinemaWare. CinemaWare, on retrouve un acteur important de ces logiques de convergence, et 4D Sports de Distinctive. 2 séries qui vont donc très concrètement transposer les modes de représentation de la transmission télévisuelle des sports qu'ils simulent, en intégrant des caméras diégétiques dans l'univers du jeu. Encore une fois, ça arrive tôt, c'est ça qui est aussi intéressant, avant les marqueurs qu'on retient habituellement pour la caméra, comme Alone in the Dark par exemple. Alors je prends un exemple que j'aime bien avec le 2e jeu de la série 4D Sports, simulation de boxe qui est très intéressante, qui propose aux joueurs d'alterner entre 9 angles de prise de vue de caméra, fonctionnalité qui sera d'ailleurs très souvent louée par la critique, comme ici Didier Latil dans Génération 4. On retrouve également l'option replay dans 4D Boxing, qui est caractéristique donc des simulations de vol et qui va migrer vers les jeux de sport. Donc vous alternez entre ces vues avec vos touches de fonction. Le jeu prévoit même un mode caméraman qui consiste à déléguer à l'ordinateur le montage automatique des différents angles de prise de vue durant une séquence de jeu. Le manuel suggère également de déléguer cette fonction à un 3e joueur dans le cadre d'une partie à 2. Donc vous jouez à 2 et le manuel imagine un 3e joueur qui gérerait le montage de la séquence pendant que les 2 autres jouent à la simulation de boxe. Le manuel compte par ailleurs 71 mentions du terme de caméra, donc vous voyez que le terme est très présent. Et on retrouve dans le manuel cette idée du joueur qui est construit et pensé en tant que réalisateur. Vous avez un exemple ici. Cette logique de remédiation des modes de visualisation de la télévision va évidemment se poursuivre tout au long des années 90, et toucher également les consoles de salon. Et là encore, la grande diversité des angles de caméra va jouer un rôle déterminant en tant que critère d'évaluation et de perception des simulations sportives pendant longtemps. Donc c'est ici un petit aperçu de l'apparition du terme qui montre plusieurs choses. D'une part, c'est un processus qui s'amorce autour de 86-87. Les simulateurs de vol jouent un rôle central dans cette émergence. On note aussi l'importance du mode de représentation télévisuelle dans la diffusion du terme de caméra et une présence accrue du cadre d'intelligibilité cinématographique. Ce terme de caméra, il est associé aux idées de réalisation, de filmage, d'enregistrement. Donc c'est en ça que je parle d'une première conception de la caméra que j'appelle la caméra diégétique. Et il s'agit par ailleurs d'un phénomène qui est diffus, non linéaire, collectif, qu'on ne peut pas attribuer à un acteur du champ. C'est donc la première étape. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors, ce qui se passe ensuite, on observe une transition dans le courant des années 1990 qui est marquée par la disparition progressive du cadre d'intelligibilité cinématographique qui accompagne initialement le terme de caméra. Donc progressivement, on ne pense plus le joueur en réalisateur, on ne parle plus de caméra qui enregistre, on ne parle plus de caméra qui filme. Le terme est progressivement lié et rattaché dans les discours à des enjeux qui sont proprement ludiques, notamment la lisibilité de l'espace de jeu ou la maniabilité du point de vue. Et c'est là un peu ma thèse par rapport à cette histoire de lexicalisation. Le processus de naturalisation de la notion se joue à la faveur d'une disparition progressive du cadre d'intelligibilité cinématographique qui l'accompagne initialement. Voilà.
On passe donc de ce que j'appelle une conception diégétique de la caméra à une conception que je qualifie de virtuelle, qui est liée à des questions et des critères ludiques. Je l'ai dit. Alors un petit exemple, au moment de la sortie par exemple de Tomb Raider, Saturn, PlayStation, le système de caméra joue un rôle très important dans la promotion du jeu et du coup dans sa réception, mais ces caméras du jeu, elles sont discutées en termes de maniabilité, de jouabilité, de lisibilité de l'espace de jeu, de manière positive ou négative, suivant la logique évaluative du discours critique. Mais l'idée d'une caméra qui filme ou qui enregistre ou d'un joueur qui serait réalisateur ont complètement disparu. En 91, on pouvait encore lire un critique qui parlait d'une des 19 caméras de Chuck Yeager's Air Combat en disant qu'elle se maintient dans les airs comme par magie et qu'elle filme votre passage. En 95 ou en 95-96, c'est plus imaginable ou c'est plus dissible dans le paratexte vidéoludique de parler d'une caméra qui filme. Alors cette transition, elle est évidemment liée à un facteur quantitatif. Le terme se répand, notamment avec la transition vers la 3D qui est initiée sur le marché des consoles à partir de 1993 avec la CDI, la 3DO, puis poursuivie, achevée avec la PlayStation et la Nintendo 64 en 95-96. Ici, on le repère très nettement si vous regardez dans les occurrences dans Computer Video Games, donc le schéma du bas, qui est très axé sur ces années sur la réception des jeux sur console de salon. Vous voyez un pic très important de la notion de caméra entre 95 et 96. Je passe un peu rapidement là-dessus, mais on peut y revenir si vous le souhaitez. Il me reste encore à jouer la carte Super Mario 64. Évidemment, on parle de caméra dans le jeu vidéo, on est obligé de parler de Super Mario 64. Que dire de Super Mario 64 qui semble contredire, d'une certaine manière, cette chronologie des faits parce qu'on a un exemple de caméra diégétique qui est thématisé dans l'univers fictionnel, mais plus tard, en 96, eh bien c'est un exemple très tardif de caméra diégétique qu'on peut expliquer par la transition non moins tardive de Nintendo à la 3D. Donc là, on prend souvent le jeu comme marqueur de la caméra, comme marqueur historique dans une logique d'histoire panthéon du jeu vidéo. La caméra, c'est Super Mario 64. Mais on remarque que le jeu, en fait, réactive une conception de la caméra qui est vieille de 10 ans à l'époque. On retrouve cette même idée d'ailleurs du joueur qui est pensé en réalisateur dans la notice d'emploi du jeu. Là, je vous donne un petit extrait. Où le joueur est pensé en chef opérateur du jeu. Alors j'en viens à ma conclusion. Voilà, donc cet exercice d'analyse des discours m'a permis de retracer le processus de naturalisation de la notion de caméra dans le contexte des jeux vidéo et de voir que l'émergence du terme et sa généralisation dans les discours s'est réalisée au profit d'une disparition progressive du cadrage cinématographique qui l'accompagnait initialement. Donc les communautés du jeu vidéo se sont appropriées cette notion dans le courant des années 90, ce que je trouve particulièrement intéressant. Ça m'a également permis de confirmer l'hypothèse suivant laquelle le terme n'avait pas un sens déterminé et immuable, mais que son usage dépendait nécessairement de son contexte d'utilisation et évoluait dans le temps. Ce qui souligne pour moi la nécessité de penser les termes de la théorie du jeu vidéo dans une perspective historique et de s'intéresser à leur histoire et à leur processus de formation. Dans la troisième partie de ma thèse, je me sers de cette histoire des notions et de cette transition vers la caméra pour proposer un modèle d'analyse des modes de visualisation du jeu vidéo et aussi pour évaluer les retombées de la caméra sur des enjeux plus proprement ludiques, sur la jouabilité, sur la construction d'univers fictionnels et sur la construction de récits dans les jeux vidéo.